Cette eau a été encapsulée probablement avant l'existence même des dinosaures. Elle est le témoin de toute cette lumière, de cette vision de ces moments de la Terre qui étaient encapsulés là-dedans. Alors je crois que cette goutte d'eau garde une mémoire visuelle d'un monde avant l'existence de l'humain. Et sur la forme d'une carafe, je dirais que c'est peut-être un élixir. Ce qui nous intéresse, c'est faire apparaître des choses, ou faire apparaître des choses qui ne sont pas là, ou faire découvrir les choses pour le faire apparaître. C'est une affinité qu'on a, c'est une sympathie, comme disent les anciens. Alors, tous ces processus de sympathie se met en marche au moment où on envisage une œuvre qui n'existait pas. C'était une commande qu'on fait à la nature. Depuis très longtemps, j'avais envie d'avoir un tronc fossilisé pour en parler du temps, pour en parler du témoin de cette forme de vie qui avait existé si avant l'existence de l'homme sur Terre, et pour parler évidemment de la liaison entre le ciel et la terre que les arbres font. Et ça m'a pris plus de 10 ans, et un jour, un monsieur qui me cherche des pierres m'envoie une image en disant « Il y a un musée de géologie qui nous a commandé ça et on a eu des autorisations pour prendre cette pièce. Mais le musée n'a pas pu financer, voilà. Est-ce que ça vous intéresse ?» Je dis ben, je l'attendais depuis très longtemps. Alors, il faut le regarder par là. C'est une sculpture et installation en même temps. Pour trouver des voies différentes. On continue. Souvent, les pièces qui sont élaborées sont comme des mots, comme des verbes, comme des substantifs qui se promènent d'une sculpture à l'autre pour former une phrase différente. On a beaucoup de techniques différentes, on développe beaucoup d'éléments différents qui terminent par s'épouser pour constituer une œuvre ou constituer un ensemble d'œuvres. Et c'est très dynamique. Là, si on veut rigoler un peu, on va s'en souvenir du palais de la mémoire. Alors à chaque chambre de souvenirs, des choses qui apparaissent différentes, qui s'intercommuniquent par des couloirs ou des ascenseurs. Combien d'étages? Encore 2 étages. Je pense que c'est mieux de faire dans des fois. Hein. On ne veut pas être tous à l'intérieur de l'ascenseur. Un coup de main. Là, on a des personnages qui sont composés de plusieurs éléments, du minéral à l'organique. On reconnaît à peine des doigts, des sangs, des parties des corps reconfigurés. On a un corps, on croit qu'on a un corps, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Il y a eu des moments où on n'avait pas un corps. Et pas moi, tout le monde, ça c'est l'humain. Et ces moments, c'est ces corps qui fugacent, se configurent et reconfigurent selon des désirs, selon la loi de la continuité des désirs. Et c'est fugace, c'est pas appréhensible, et une fois constituée l'identité du sujet, il se constitue cette identité avec un corps qui c'est le stade de miroir.
Alors, reconstruire ces corps d'une façon organique, telles que des sculptures, dirais-je, même classiques, dans le sens où elles sont travaillées comme un décor, et après le poser en confrontation avec d'autres composants de l'alchimie interne de ces corps, tels que les cristaux, des éponges, des perles, des pierres différentes, ou la terre cuite. C'est parler d'un corps qui est organique et inorganique en même temps, qui est en continuité avec le monde, avec les matériaux qu'il puisse se reconnaître avec. Ces œuvres qu'on voit ici, elles ne sont pas finies vraiment, elles sont un processus. Hein. Mais ce que je cherche, c'est toujours à partir de n'importe quelle œuvre, on peut connecter avec tous les autres. Voilà. Je les ai mis tous ensemble, comme, avec différents degrés de parenté. Comme si c'était une art d'un peuple qui avait enfin, des rituels où chacun était un de ses personnages. On voit ce grand doigt et on peut se représenter de ces corps que je mentionnais. Là, ce serait la réduction au basique, à des points d'indication de cette conjonction qui va constituer un corps en continuité. Là, c'est du caoutchouc. Ouais. Comme plusieurs de ces sculptures en bas qu'on croyait en terre cuite sont du caoutchouc. À chaque fois qu'il y a une œuvre que je crois réussite, je viens ici regarder la montagne. Et en habitant où j'habite, je me suis dit un jour que peut-être que le jardin brésilien, c'est la forêt refaite. Et en fait, là où j'habite, c'était la source même de cette forêt qui était la première forêt réforestée dans le monde, au siècle XIX. On sait comment le faire, mais on ne sait pas le mystère que ça va produire. Et cette question, c'est la question qui se pose pour des œuvres et pour ce que j'appelle le jardin. Alors, ces œuvres qu'on voyait en bas, que je décrivais en tant que personnage, c'est pas seulement un être de l'amour, c'est la nature même, c'est les paysages même, c'est les jardins même. Vraiment. Alors, les jardins impliquent les amants. D'abord, ici en haut, il y avait une maison et en bas, les structures à des étages. Et après, on a transformé la maison de ces deux autres étages. Et le terrain ici, on est en train de bâtir, de faire une petite résidence. Et je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir un rapport avec la parole, avec l'écriture, une fois que c'est tellement important pour moi, ce processus. Dans l'idée, c'est d'avoir plutôt des gens qui se concernent à la parole, à l'écriture, pour faire le vécu de ces expériences en bas et transmettre ça, transformer ça en poème peut-être. La parole est placée en haut de toute cette expérience. C'est des aimants céramiques, on dit que c'est des aimants céramiques, mais ils sont pour toujours. Je le casse, je fais qu'ils perdent les angles. Et par contre, même si je sais que je veux ça par là, je peux pas parce que elle me déplace. Alors, cette promenade de l'attaque visuelle qui compose une perception dans tout est composée par cet hasard du destin de mouvement scopique qui va déterminer par lui-même où le regard doit se poser. En plus, là, on est face, évidemment, à quelque chose qui est invisible, qu'on sait qu'il est là à cause des aimants. Alors, dès que je jette de la limaille de fer, on fait voir le champ magnétique. Là, on expérience sans savoir. Alors, cette limite de la sensibilité, c'est que j'aurais appelé la nanosensibilité. Définitivement, je crois que c'est possible qu'on développe et qu'on s'aperçoit d'autres genres d'énergies qui sont dans l'air, qui ne sont pas que dans le sens utilisé communément. Alors, c'est un peu cette transgression vers une sensibilité fine qui est en jeu aussi dans tout ça.
Est-ce que je mets ça? Comme chez les alchimistes, les images portent toujours des sens de formules cachées par les éléments qui sont représentés. Alors ça, par rapport aux sculptures qu'on voyait là, c'est comme des formules. Alors cette série, c'est de lapis azulis. C'est de lapis azulis, mais ça pose un rapport de concentration. Tous ces dessins-là, par rapport à la ligne, ce sont des lignes continuelles qui s'enferment. Et il y a une presque symétrie, il y a une pathologie dans cette symétrie. C'est-à-dire la ligne continue, elle ne fait pas ça. Elle se fait ça. Mais c'est pas avec deux mains, quoi. Tu fais pas avec les deux mains. Non, je ne fais pas avec les deux mains, je fais juste qu'une seule main. On Mais on a ces sentiments parce qu'on est mis en perception d'une bilatéralité. Je dis souvent que c'est des dessins pour être regardés aux yeux fermés. Aux yeux fermés dans la mesure où on doit se laisser aller par cette continuité et se perdre. Il propose une multiplicité de dimensions à l'intérieur du trait, de façon que les éléments peuvent en venir à l'autre aller. Enfin, il y a une pluralité spatiale à n dimensions. C'est une topologie de la ligne fermée. Chez un sculpteur, c'est toujours une œuvre à la fois, en même temps que tous les autres. Et le texte se compose au fur et à mesure, dans la mesure où c'est un langage. C'est un langage qui a des confluences, ça doit se communiquer dans toutes les directions, dans tous les stades.